Mesdames et messieurs, bonsoir. Mobilisation de fonds pour lutter contre la fièvre Ebola qui sévit en Guinée. Une caisse commune est mise en place par les ressortissants de la Guinée forestière. Le travail des enfants, on en parle dans cette édition. Des mesures pratiques sont envisagées par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail pour favoriser leur insertion sociale. Et puis la Guinée n'échappe pas aux effets néfastes du changement climatique. Une mission environnementale était sur les berges de la mare de Barreau. Un constat, la dégradation y est très poussée. Bonsoir, les ressortissants de la Guinée forestière à Conakry retroussent les manches pour mettre en place des stratégies de lutte contre Ebola. Des collectes de fonds sont faites pour appuyer les efforts du gouvernement et ses partenaires. L'association Dion-Pilon a déjà versé le montant de 42 millions de francs guinéens à la caisse commune mise en place par la commission. Compte rendu, Mamadou Patibaldé. Depuis l'apparition du virus de la fièvre hémorragique Ebola dans les préfectures de Kissidougou et Guéguédou, les ressortissants et résidents de ces deux préfectures se mobilisent pour apporter leur contribution volontaire aux malades et aux victimes. Lançons un appel solennel l'ensemble des ressortissants de Guéguédou pour qu'ensemble nous donnons la main, mobiliser les fonds pour venir apporter notre soutien auprès de tous ceux qui l'État est en train de faire. Tous les ressortissants de Kissidougou et d'autres, comme je les connais, doivent se donner la main pour éradiquer cette maladie. L'association Dion-Pilon, qui regroupe les ressortissants de Kissidougou et Kékétou à Conakry, a mobilisé près de 42 millions de francs guinéens. Ce montant servira à l'achat du matériel sanitaire destiné aux victimes. Nous avons tenu plusieurs rencontres. Nous avons décidé de faire des mobilisations de fonds, des mobilisations de matériel et appuyer les efforts qui sont déjà en place. Ces médecins qui sont là, avec tous les moyens mis à notre disposition par la communauté internationale, sont là parce qu'ils aiment la Guinée, ils aiment le peuple de Guinée. Donc je voudrais vraiment les inviter à les accompagner, à collaborer, à faire ce qu'ils leur demandent de faire, à suivre les conseils qui leur sont donnés. Une équipe de médecins est en route pour la sensibilisation et la remise du don aux malades. La lutte contre la fièvre hémorragique Ebola se poursuit. Les autorités guinéennes ont pris toutes les dispositions utiles pour circonscrire l'épidémie. Les mesures d'hygiène sont fortement recommandées par les médecins, notamment le lavage des mains et l'utilisation des détergents. Les citoyens ont compris le message. Certains se promènent avec des gels désinfectants, d'autres avec le chlore ou de l'eau de javel. Les services publics et privés se sont aussi dotés de dispositifs d'hygiène à l'entrée des bureaux. C'est le grand format de ce soir. Il est réalisé par Marie-Angélique Bangoura. Parmi les mesures préventives contre la fièvre hémorragique virale Ebola figure l'utilisation de l'eau chlorée, du savon et du daquin. Tous ces détergents contribuent à tuer le virus. Aujourd'hui, l'appel à cette pratique d'hygiène. Notre personnel, pour ne pas rejeter les cas ou faire des fausses alertes. Il faut que le personnel soit formé, informé et que ce personnel sensibilise non seulement dans leur famille mais autour de la famille, ça veut dire dans les quartiers. Les mesures prises ici, d'abord c'est le lavage des mains. Donc nous avons vulgarisé ça, bien sûr avant même que la maladie n'arrive. Tous nos points d'eau sont fonctionnels. Dans toutes les salles, il y a un point d'eau pour le lavage des mains. Et ensuite, le sur-eau pour le nettoyage des mains. Donc, ce savon a été distribué, ainsi que le sur-eau, aux différents membres et travailleurs ici et leurs familles. Avec la sensibilisation de la population, le message semble bien parti. L'exemple est visible dans les services publics. Comme méthode concrète, le lavage des mains dans l'eau de javel avant de saluer ou d'accéder au bureau. La propriété étant le premier élément indiqué par les spécialistes, nous avons mis à tous les niveaux ces mesures de propriété. On lave les mains avec, on nettoie proprement nos locaux. C'est la seule démarche que nous avons entreprise et également on sensibilise tous les travailleurs de ne pas paniquer par rapport à la maladie. Il est rare de croiser quelqu'un qui ne soit pas en possession de désinfectants.
il faut se prémunir car le contact est fréquent, surtout dans les terrains de jeu, les taxis, les bus. Il faut qu'on soit social entre nous et comme déjà on en parle partout et il y a des précautions qu'il faut prendre avant de sortir. J'ai trouvé dans ces centres hôpitaux là, ils ont des produits qu'on se lave la main et puis pour pouvoir faire les choses ensemble. Et il ne faut pas qu'on les abandonne, ils sont comme nous. C'est la volonté de Dieu, il faut qu'on les encourage et on cherche à prendre des dispositions pour pouvoir mettre fin à ça. Ebola, c'est une maladie très très grave, c'est une maladie qui n'est pas bonne, on doit éviter. Autre aspect de la question, c'est le déplacement d'un point à un autre. Les syndicats de transporteurs rassurent de la sérénité de l'ensemble des chauffeurs et passagers face à l'épidémie. Ça se passe très bien, pas mal, parce que bon, les passagers viennent petit à petit. Ici, on n'a pas encore, on n'a pas vu ça d'abord. Les gens viennent, on n'entend même pas de ça sur la ligne de Kindia. La fièvre Ebola, qui a fait plus de 80 morts, a créé de petites occupations à travers la vente de l'eau de Javel. Ce produit se vend un peu partout dans les rues, les marchés, les pharmacies. Une bonne affaire. L'eau de Javel manque aujourd'hui sur le marché. Sa vente nous arrange beaucoup puisqu'on accumule beaucoup de recettes. Je vends une bonne quantité pour permettre à la population de se protéger. Dans un contexte de fièvre d'Ebola, les dispositifs d'hygiène ne manquent point. Les gants et le cache-nez en font partie. J'ai porté les gants là, je suis allé là en Guinée, il y a des maladies. Donc c'est à cause de ça j'ai porté les gants là pour sécurité moi-même quoi. Là je travaille, tout le monde porte ça là avec ça là aussi. Avec Ebola, nous devons vendre ces genres d'articles pour prévenir cette maladie. Depuis l'apparition de cette épidémie d'Ebola, une psychose totale est créée chez la population. De nos jours, avec la sensibilisation du comité ministériel et le soutien des partenaires étrangers, beaucoup de patients d'Ebola sont guéris, comme pour signifier que l'espoir est permis chez les Guinéens de chasser Ebola à jamais. Depuis l'annonce de la fièvre Ebola en Guinée, les acteurs du secteur de l'élevage, notamment la filière viande, est confronté à un sérieux problème de vente. Le chiffre d'affaires diminue de jour en jour sur les différents marchés. Face à cette situation, le ministre rassure les populations que la consommation de la viande des bovins et des petits ruminants n'a aucune relation avec l'épidémie Ebola. Le ministre de l'élevage, Thierno Ousmane Diallo, est au micro de Ousmane Bangoura. Depuis le 9 février 2014, notre pays, la Guinée, a enregistré des cas de maladies fébriles. À ce jour, plus de 100 cas ont été recensés. Notre pays enregistre depuis un certain temps l'éclatement de foyers de fièvre Ebola. Cette maladie est causée par un virus qui circule dans la faune sauvage, notamment chez les chauves-souris, les rats, les agoutis, les singes, les chimpanzés, les gorilles, etc. Suite aux rumeurs qui persistent dans la cité, Thierno Ousmane Diallo a précisé que les animaux domestiques ne présentent aucun danger. La transmission de cette maladie par les animaux domestiques n'a à ce jour pas été établie. C'est pour cette raison que le ministère de l'élevage et de production animale tient à rassurer les populations que la consommation de la viande de bovins, de chèvres, de moutons, de porcs domestiques, de poulets ne présente aucun risque. La consommation de viande d'animaux de brousse infectés peut être une source de contamination. Le gouvernement exprime sa satisfaction aux partenaires pour leur soutien depuis le début de cette épidémie. Autre sujet, le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle compte relancer la lutte contre le travail des enfants en Guinée. Des mesures pratiques sur le terrain seront adoptées en vue de favoriser leur insertion sociale. Une rencontre s'est tenue dans ce sens à la Direction nationale du travail. Compte rendu, Komara Moussa. La Guinée a ratifié toutes les conventions relatives aux droits des enfants. Dans les marchés, les ateliers ou encore les ménages, les enfants exercent des travaux pénibles qui affectent parfois leur vie.
Cette situation préoccupe les autorités de la Troisième République, d'où l'intérêt de cette rencontre qui vise à élaborer la liste des travaux risqués qui sapent la santé des enfants. C'est du gouvernement de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant guinéen et ce, dans les relations de travail. Cet engagement doit reposer sur la confiance quant à la réussite de nos efforts communs, car l'indifférence face à la situation de la traite des enfants à des fins d'exploitation de leur travail a un prix. Je formule l'espoir que les travaux du présent atelier permettront enfin à notre pays de disposer d'une liste de travaux dangereux afin de réduire l'impact négatif du travail sur la fréquentation scolaire et la santé des enfants. Je reste convaincu que les résultats qui seront obtenus pendant ces 2 jours seront très concluants et utiles. Pendant ces travaux, les secteurs du commerce, de l'élevage, la pêche, l'industrie ou encore l'agriculture sont retenus comme des foyers où les enfants subissent des traitements dangereux. Pour mettre fin à cette pratique, un document juridique de 5 chapitres et 53 articles est élaboré par les participants. Il reste à savoir si le contenu de ce document sera appliqué conformément aux règles juridiques. Électricité pour tous, cette volonté du chef de l'État a fait du chemin avec l'implication des partenaires. C'est dans ce cadre que la Direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta a mis de nouveaux matériels et équipements à la disposition des populations de Badi et Tondo. Un geste qui intervient dans le volet gestion environnementale et sociale du projet. Reportage Nabi Kamara. Ce sont des haut-parleurs, des écrans plats, des chaînes de musique, des motos, des casques et des équipements sportifs que le projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta a offert à Badi et Tondon. Ces dons ne constituent pas le premier geste de la direction générale du projet en faveur des populations de ces localités. Le projet Kaleta met à disposition 50 gilets de sauvetage pour assurer la sécurité des passagers à bord de cette barque. Dans l'exécution du volet environnemental Kaleta, il est prévu l'exécution du plan de gestion environnementale et sociale. Dans l'exécution de ce projet, il est prévu l'appui aux populations de la zone du projet. Chaque sous-préfet a bénéficié d'une moto et chaque maire en a eu aussi. On a appuyé les mosquées. La jeunesse a eu des chaînes de musique et des antennes paraboliques. Pour le représentant de l'agence de navigation maritime, le port de ces gilets est obligatoire lors des traversées. Les dons que Kaleta vient d'offrir nous prouvent à suffisance le souci qui anime son excellence le professeur Alpha Condé pour assurer le bien-être, n'est-ce pas, de la population. La population a promis vraiment d'être des côtés de son excellence professeur Alpha Condé. Parce que c'est le professeur Alpha Condé qui a ouvert les yeux de Tondon. Au-delà de la lumière que le barrage de Kaleta va offrir bientôt à ces populations, la direction générale du projet contribue petit à petit à l'amélioration des conditions de vie à Labaya, Tondon et Soubékourou. Le monde continue de subir les effets néfastes du changement climatique. La Guinée n'y échappe pas malheureusement. Récemment, une mission de contrôle environnemental s'est rendue sur les berges de la mare de Barreau. Un constat, la dégradation y est très poussée. Les experts sollicitent des mesures urgentes pour sauver ce patrimoine culturel. Reportage Mamadou Alpha Baldé. La mare de Barreau est menacée de disparition. En cause, l'érosion et l'ensablement ont considérablement réduit le lit du lac. Pire, le fleuve Nyandan qui l'alimente est aussi affecté. Une mission du Centre de recherche et de documentation environnementale est sur le terrain pour évaluer la situation et envisager des solutions. Pour la survie d'un écosystème, il faut que d'autres écosystèmes participent à son alimentation. Donc, ce canal de près d'1 ou de 2 km termine sa course dans le fleuve Nyandan. Et les crues du fleuve Nyandan constituent un réservoir qui alimente la mare Bolé. Mais il se trouve aujourd'hui 2 obstacles. L'amont du canal est presque bouché et obstrué et en voie de dégradation totale. Les rives du fleuve sont devenues des endroits particuliers de fabrication de briques. C'est à partir du fleuve Nyandan que la mare de Barreau
est alimenté. Les populations locales sont déjà mobilisées pour contrer la menace qui pèse sur ce patrimoine culturel. Cependant, leurs moyens sont très limités. Les écosystèmes doivent être protégés comme la mare de Barou. C'est pourquoi il faut montrer à la Guinée entière, parce que si une mare est coupée, elle est seule. Elle ne reçoit aucune alimentation du dehors, la mare va cesser de vivre. C'est pourquoi il y a un grand travail de restauration au niveau de la mare de Bolin. Parce qu'il faut reprendre ce canal de près d'1 ou de 10 km. Si rien n'est fait, la mare de Barou pourrait disparaître. Avec elle, tout son patrimoine culturel. La préfecture de Farana pourra désormais conserver ses produits laitiers. La localité dispose d'une mini-laiterie. Elle est déjà mise en marche. L'infrastructure est construite par le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest. Un geste pour favoriser la consommation locale et assurer la sécurité alimentaire. Reportage Abdoulaye Diallo. Après celle de Koumbia dans la préfecture de Gawal et de Dinguira et Centre, la mini-laiterie de Marela est mise en opération. Elle a une capacité de transformation de près de 500 litres de lait par jour. C'est un geste de la Banque africaine de développement à travers le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest. L'action consiste à accompagner les productrices de lait de cette localité afin qu'elles assurent la consommation locale en produits laitiers. Nos femmes, on les a pris après la pasteurisation du lait, parce que la première étape de la transformation du lait commence par la pasteurisation. Au jour d'aujourd'hui, elles sont capables de le faire. Parce que tout à l'heure, elles nous ont fait des démonstrations pour dire comment elles mettent le sachet, elles pasteurisent le lait, et comment elles arrivent à refroidir, et comment elles arrivent à fermenter et à mettre le lait pasteurisé en sachet. À Marela, plus d'une dizaine de points de collecte de lait est mis en place dans les différents districts pour approvisionner la mini-laiterie. Il s'agit pour ces femmes de transformer ce lait en plusieurs sous-produits, comme le yaourt, le beurre de table et autres. Pour l'heure, ces produits laitiers sont vendus dans les marchés hebdomadaires de Marela et environ. Nous sommes vraiment très contents. Nous sommes très contents. Les bénéficiaires sont contents de cette mini-laiterie. Vraiment, nous remercions le projet Guinée qui nous a offert cette mini-laiterie à travers le gouvernement guinéen. Donc, nous prions le bon Dieu pour que nous ayons des avantages dans cette mini-laiterie et que tous les Guinéens en profitent. Les productrices de lait souhaitent avoir des locomotions pour le transport du lait collecté vers la mini-laiterie. Dans les jours à venir, une autre mini-laiterie construite par le projet sera mise en marche. Il s'agit de la 4e, celle réalisée à Famouila, dans la préfecture de Beila. Des équipements militaires pour renforcer les capacités opérationnelles des services de sécurité et de défense. C'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La remise a eu lieu au camp Alpha Yaya Gallo en présence du ministre délégué à la Défense nationale. Reportage, lieutenant Alias Camara. Remise officielle d'équipements militaires composé de tenues, chaussures, ranges, ceinturons, bérets, galons, t-shirts, bref, le paquetage complet est l'objet du déplacement du ministre délégué à la Défense nationale au bataillon spécial de Conakry, 6 au camp Alpha Yaya Gallo. Cette action qui s'inscrit en droite ligne du programme de la réforme du secteur de la sécurité a été saluée par les autorités militaires. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté pour moi dans la mesure où toutes les commandes sont arrivées à temps. Heureusement, Dieu merci, le ministère des Finances nous a accompagnés pour le paiement de l'avance. Nous comptons entièrement sur eux aussi. Si l'État Dieu, ils vont nous accompagner pour le roulement de la sol. Désormais, on reconnaît le militaire à travers son uniforme, ses insignes, ses attributs en général. Donc c'est un sentiment de fierté et de satisfaction pour cette réforme. Nous avons constaté que au sein de l'armée guinéenne, il y a la tenue panachée. Si l'uniforme a été commandé par le chef d'état-major régional de l'ONU, ça ne fait que me réjouir. Je crois qu'il y a une discipline au niveau du port de la tenue. Et nous exhortons tous ceux qui sont de l'armée de terre à respecter cette discipline.
Le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kamara, rassure les forces de défense et de sécurité de la volonté du président de la République de faire de l'armée une armée fondamentalement républicaine. Le chef d'état-major général des armées a exprimé les besoins de la troupe. Ce sont au total 27 conteneurs, dont 26 de 40 pieds et un conteneur de 20 pieds contenant des tenues militaires. Toute l'armée confondue. Monsieur le chef d'état-major général des armées, au nom de monsieur le président de la République, vous avez aujourd'hui les derniers lots, le dernier arrivage des tenues ainsi que des paquetages. Le soldat guinéen, pour s'habiller, fera usage désormais de la tenue militaire dont il a été doté. Clôture des journées de réflexion en prélude de la canonisation des bienheureux les papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Elles sont organisées par l'Église catholique de Guinée. C'est la cathédrale Sainte-Marie de Conakry qui a abrité la cérémonie. Marie-Angélique Pangoura. Les bienheureux papes Jean XXIII et Jean-Paul II ont marqué leur histoire par leurs enseignements, leur dévotion pour la promotion humaine. L'Église catholique universelle que représente le Vatican II tient à honorer ces deux papes. Ainsi, ils seront canonisés le 27 avril prochain, pour que désormais ils obtiennent le titre de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. En Guinée, l'Église catholique, comme toutes celles du monde, prépare cette solennité en organisant 2 journées de réflexion et de prière en mémoire de ces deux bienheureux papes. L'un des deux papes est bien connu en Guinée. Il s'agit du pape Jean-Paul II, qui fut le premier pape à visiter la terre guinéenne, les 24, 25 et 26 février 1992. Ces journées en mémoire des bienheureux papes Jean XXIII et Jean-Paul II ont également permis à l'archevêque de Conakry d'exhorter les fidèles catholiques à réciter le chapelet de la miséricorde dans les paroisses pour la Guinée qui traverse des moments difficiles de son histoire. Et puis la deuxième édition du Grand Prix du Mérite a eu lieu hier à Conakry. L'initiative est du groupe Numa Communication. Il s'agit d'un vote de la personnalité préférée des Guinéens. Pour l'année 2013, c'est le colonel Toumani Sangaré, directeur général de la douane nationale, qui a été choisi. Une récompense pour son efficacité et son sens du leadership. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Et puis la route fait encore des victimes. Un accident de la circulation s'est produit sur le tronçon du Brick à Tanéné. On déplore 4 morts. Un taxi et un camion sont rentrés en collision. Les 2 engins étaient tous en excès de vitesse selon des témoins. Les autorités préfectorales sont à pied d'œuvre pour situer les responsabilités. Le chauffeur du camion et son apprenti sont introuvables pour le moment. Et puis la presse nationale en deuil. Notre confrère Yarouba Doumbouya est décédé hier à Rorira dans la préfecture de Boufa des suites de maladie. Reconnu pour son franc-parler, caméraman de talent, Yarouba était sur tous les fronts pour apporter des scoops à la rédaction. Et puis Yarouba Doumbouya a rejoint sa dernière demeure dans son village natal à Bintimodia dans Bouké. Le film de la cérémonie avec Mohamed Lamine Camara. Yarouba Doumbouya était jusque-là reporter caméraman à la RTG. Il est décédé samedi dernier des suites de maladie à Koliadi dans la préfecture de Bofa. Sa dépouille mortelle a été transportée de ce village pour son inhumation à Bintimodia, son village natal. Parents, amis et collaborateurs se souviennent encore de ce Boeing des reportages des périodes difficiles. Je suis venu dire à sa famille, au nom du ministère de la Communication, que Yarouba qui part aujourd'hui laisse un grand vide. Et je leur ai rappelé que si jamais ils ont eu l'occasion ces 10 dernières années de voir des images apocalyptiques des manifestations de rue à Conakry, c'est que Yarouba s'était sacrifié et était parmi la troupe pour rapporter ces images. Il bravait tout. Nous gardons de Yarouba l'image d'un journaliste engagé, déterminé, un caméraman de terrain. C'est ce qui faisait sa différence avec tous les autres qu'on avait. Parce qu'à des moments chauds, les plus difficiles, le moment où on ne pouvait pas convaincre quelqu'un à aller sur le terrain, Yarouba s'auto-désignait, se sacrifiait
et nous a rapporté des images d'importance. Donc là, nous perdons un collaborateur dynamique, un talentueux, mais aussi un homme chaleureux dans ses relations. Yarouba Doumbouya était un fruit de l'École nationale des postes et télécommunications. Après sa formation professionnelle, l'homme a opté pour le métier de reporter caméraman. C'est ainsi qu'il a été engagé à la fonction publique au compte de la RTG. Yarouba Doumbouya s'en est allé, laissant derrière lui une veuve et 9 enfants. Nous vous remercions vous aussi qui êtes venus pour accompagner Yarouba, parce que certainement il a été d'une utilité. Parmi vous, c'est parce que vous avez senti un trou, vous avez perdu un ami, un collègue, un bon collaborateur, comme l'a dit M. Fodeta Silla, qui a même fait couler les larmes, parce qu'en parlant de ce qu'il a fait, pendant des périodes chaudes, il parvenait à rapporter des images à la RTG, ce qui reste comme archive nationale. La disponibilité de l'illustre disparu et son dévouement pour le travail bien fait dans l'intérêt de la nation sont des souvenirs inoubliables. Yarouba Doumbouya repose désormais en paix. Amen. Que l'âme de Yarouba repose en paix. Amen. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Bonsoir chez vous.